C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur Jean-Marie Colombani et bien sûr nos invités que je vous présente dans quelques instants. Donc le virus ne lâche pas prise, insidieux, mystérieux, mutant. Il défie la science et les gouvernants. Il s'éloigne, revient, se renforce. En France comme ailleurs, les gouvernements sont critiqués car ils suivent la courbe sinueuse du perfide Covid, mais tout le monde est au pied du géant. Le président Macron laisse le soin à son Premier ministre et à ses ministres d'annoncer les mauvaises nouvelles quand lui va réconforter les Français inondés dans le sud de la France et reprend les sujets régaliens comme le séparatisme, discours plutôt bien accueilli, même par l'opposition, la droite et l'extrême droite. Et puis, nous parlerons du sondage instructif de l'IFOP pour la présidentielle. Vous verrez les quelques surprises et les non-surprises, sondages publiés dans le JDD. Alors pour en parler, Virginie Leguet de Paris Match, bonjour à vous, merci d'être là. À vos côtés, Stéphane Vernet de Ouest France, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Et Véronique Reissoul de Dentsu Consulting et bien sûr Jean-Marie Colombani. Alors je vais me tourner vers Jean-Marie, mais avant je vous propose d'écouter Emmanuel Macron parce que sa place était auprès des sinistrés hier soir, sinistrés des inondations dans le sud qui ont fait 5 morts et des dizaines de disparus. Emmanuel Macron était interrogé hier pour faire le point et rassurer. En revanche, sur la Covid, le président de la République, n'a pas été optimiste. On l'écoute. Dans notre stratégie, dans les endroits où ça circule trop vite, et en particulier où ça circule beaucoup chez les personnes âgées qui sont les plus vulnérables et où on voit de plus en plus de lits occupés aux urgences, eh bien, on doit aller vers plus de restrictions, comme celles qu'on a pu connaître, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône ou dans Paris et la Petite Couronne. Et des limitations de déplacement. Et donc, il y aura cela. Alors après, la stratégie qu'on a retenue n'est pas celle-ci, elle est aussi de responsabiliser nos concitoyens. Nous ne sommes pas, et pour plusieurs mois, nous ne serons pas dans un temps normal. Alors Jean-Marie Colombani, le président clairement fait don de sa présence auprès des Français sinistrés, mais il laisse en quelque sorte les mauvaises nouvelles à ses ministres, à Olivier Véran, au Premier ministre, hein, n'est-ce pas ? Alors on peut difficilement reprocher au président de la République d'avoir réendossé le costume du président protecteur. C'est un cas de figure qu'il avait déjà expérimenté au tout début de la crise sanitaire, puisqu'il était là pour éviter, juste avec toutes les mesures qui avaient été prises pour, en quelque sorte, atténuer le choc. Et là, il est tout à fait dans son rôle aussi de protecteur. Mais par ailleurs, on peut noter que depuis la rentrée, il est de plus en plus dans une attitude j'allais dire presque pré-présidentielle, pré-campagne présidentielle. Vous l'avez noté tout à l'heure, il se réserve les bonnes nouvelles, par exemple l'extension du congé parentalité, les congés paternité ou bien les discours sur l'égalité des chances. Et il laisse en effet les mauvaises nouvelles à son gouvernement. On le voit aussi à d'autres signes. Par exemple, lorsqu'il demande, là où vous y avez fait référence aussi, lorsqu'il demande à ses ministres d'être davantage sur le terrain, de porter davantage l'annonce et l'inventaire au fond des résultats sur le terrain à ses ministres. Et puis on le voit aussi à une petite anecdote qui est l'attention qu'il met, les précautions qu'il prend avec son ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Jusqu'à présent, c'était zéro téléphone, zéro signe. Oui. Il le ménage. D'un coup, le se met en quatre pour le ménager parce que, très clairement, on est entré dans une phase de préparation de la campagne présidentielle. Alors Virginie Leguet, il se protège, Emmanuel Macron, des mauvaises nouvelles. Il ne veut pas être celui qui attire la foudre, en quelque sorte. Il l'a attiré suffisamment. Oui, en même temps, quand il est allé hier dans les Alpes-Maritimes, c'était clairement dans une occasion très, très sombre, très secouante pour les habitants, qui n'ont cessé de lui exprimer tout au long de l'après-midi leur compassion, leur solitude, leur sentiment d'abandon. On était dans une séquence où l'émotion était très forte. Alors, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Non, c'est une catastrophe naturelle qui a provoqué des dégâts extrêmement importants. On parle de 1 milliard. Il y a un président de la République qui est venu dire on ne vous abandonnera pas, l'État sera là, vous pouvez compter sur nous. C'est une façon... Oui, il se garde les bonnes nouvelles, il se garde les petits gestes. En tout cas, c'est une séquence politique dont on peut dire que l'objet en lui-même a été réussi. Reste à savoir ce qui va se passer une fois que les projecteurs se seront détournés de la situation. On sait très bien que la reconstruction va être lente, que les maisons ne seront pas reconstruites aux mêmes endroits pour certaines d'entre elles et que ça va provoquer des difficultés avec
avec les habitants. Donc que va faire l'État tout au long de ce long processus de reconstruction? Ça, c'est une autre affaire. Là, on a eu le droit qu'à une séquence, disons, un petit peu visuelle, uniquement centrée sur les émotions et sur le président qui venait au chevet de la population en pleine souffrance. Mais ça ne dit rien de la réalité des choses. Oui, Stéphane Vernet, on se souvient que au début du Covid, avant le confinement, Emmanuel Macron parlait très souvent, il prenait solennellement la parole. On a le sentiment qu'aujourd'hui, là, il a compris, il est plus aux avant-postes. Et c'est ce qu'on vient de dire, uniquement pour rassurer, papouiller et dire que voilà, on va s'occuper des Français, que ce soit économiquement ou autre. Alors tout à fait, sur la question du Covid, c'est le grand absent de la rentrée. Effectivement, on l'a entendu pendant le confinement, à la sortie, il y avait des prises de parole très solennelles, on l'entend plus. La séquence que vous avez montrée, ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qui a été ajoutée par les deux journalistes de TF1 et de France 2. À la fin de l'interview, ils se sont presque excusés de lui poser la question parce qu'elle n'était pas censée faire partie de la séquence. Et ça dure moins d'une minute, c'est très très court et il dit très peu de choses en réalité. Il a clairement laissé Olivier Véran et Jean Castex à la manœuvre sur ces questions-là. Et oui, je pense qu'il y a deux raisons pour ça. Effectivement, c'est un président qui est en pré-campagne. Moi, ça me fait penser à autre chose. Vous avez vu les affiches Ensemble, nous réussirons, qui ont fleuri partout, notamment à Paris. Voilà, ça sent le début de campagne électorale pour 2022, avec un président de la République qui n'a pas encore dit officiellement qu'il serait candidat à sa propre succession, mais qui manifestement le sera. Et on est en train de rentrer dans cette séquence. Mais en même temps, il y a un autre aspect des choses, c'est que Emmanuel Macron, depuis le début, au moment de la campagne de 2017, son élection et tout le début du quinquennat, c'est quand même le grand président réformateur, jeune, volontaire, dynamique, qui veut renverser la table, changer la France. Là, c'est terminé, ça. Mais je pense qu'il a entendu aussi. C'est-à-dire qu'on peut se dire, oui, il fait ça c'est un calcul électoral, etc. Moi, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'il a entendu aussi ce qui se passe dans le pays. Il voit bien que face à cette maladie qui est totalement inédite, sur laquelle, en réalité, on ne sait rien et toujours rien, qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas comment appréhender et on ne sait pas ce qui va se passer, il voit bien que le niveau d'inquiétude des Français est très élevé du fait de la crise sanitaire, économique, sociale, et qui a un besoin d'apaisement. C'est aussi pour ça qu'il a choisi Jean Castex. Et aujourd'hui, je pense... De rondeur aussi, oui. Voilà, et je pense qu'il est dans une séquence qui est compliquée, parce qu'en réalité, je pense qu'il imaginait, comme nous tous, que la maladie serait surmontée dans le courant de l'été, et qu'on rentrerait dans une nouvelle phase. Et en fait, on n'en est toujours pas sorti. C'est là que c'est bien compliqué. Véronique Reiss-Soult, un président résolument optimiste, est-ce que les Français ressentent que le président, et on le voit dans ses discours, même s'il en fait beaucoup moins, qu'il essaye souvent de positiver? Est-ce que les Français reçoivent cela comme tel, ou au contraire, on ne peut pas dire que le président soit un oiseau de mauvais augure? Il essaye au contraire parfois de tenter de rassurer comme il peut. C'est clair qu'il essaie de rassurer. Alors, dans les sondages, ça ne se ressent pas encore forcément. En revanche, dans l'expression de l'opinion, oui, il y a une perception de ce positivisme. Il y a surtout une perception d'un sentiment de partage, d'une envie des Français qui est... On n'a pas envie d'être confiné, on a envie d'entendre des bonnes nouvelles. On est un peu lassé de cette somme de mauvaises nouvelles. Le sujet dans le sud de la France en fait partie. Globalement, les uns et les autres ont envie d'un peu plus d'attention. Et les discours du président sont globalement plutôt bien accueillis depuis quelques temps, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Alors on voit bien que dans tous les pays, ce Covid sème la zizanie entre les gouvernants et la population, les incessants revirements, puisque on a du mal à suivre ce virus. C'est un sentiment largement partagé dans beaucoup de pays. Mais Jean-Marie Colombani, des petits pays créent la surprise, comme la Belgique, qui a décidé de tester et retester. On voit aussi que la Suède n'a pas confiné. Alors certes, c'est un pays où les distances... il y a moins de gens dans les grandes villes, et puis il n'y a que 10 millions d'habitants. Nous, on en a 67. Mais c'est des pays quand même qui créent la surprise. Et c'est quand même étonnant de voir cela. Est-ce que c'est dû à quoi? C'est dû à leur météo, à leur façon de vivre, à quoi? Sûrement beaucoup de facteurs, et on expliquera après coup, on expliquera certainement beaucoup mieux les choses. Moi, je regarde principalement l'Italie, parce que l'Italie avait été montrée du doigt par nous-mêmes
au tout début de la crise parce qu'elle avait des chiffres absolument catastrophiques et on disait, voilà, regardons ce qui se passe et c'est certainement pas ce qu'il faut faire. Or, l'Italie a beaucoup mieux géré son déconfinement et encore aujourd'hui, voyant quelques chiffres monter, mais absolument pas dans les proportions que nous connaissons, il y a des mesures extrêmement sévères qui sont prises et qui sont prises par le gouvernement italien. Par exemple, lorsque vous êtes cas Covid, c'est-à-dire que vous avez croisé quelqu'un qui était infecté par le virus, vous êtes tenu de rester ensuite chez vous pendant une quatorzaine. Et si vous sortez, vous êtes très lourdement taxé. Et donc cette surveillance de tous les instants porte ses fruits en Italie. Donc je pense qu'on peut se comparer à eux parce que malgré tout, nous ne sommes pas si loin. Oui, mais là, c'était l'exemple contraire que je vous demandais. C'était justement qu'il n'y avait pas eu vraiment, peut-être à part le civisme naturel des Suédois, où la stratégie des Belges n'est pas basée sur la punition, la répression. C'est ça qui est étonnant. Mais bon. La stratégie suédoise a été très fortement contestée par les Suédois eux-mêmes au vu des résultats. La Belgique, elle a proportionnellement par rapport au nombre de morts, par rapport à la population, de très mauvais chiffres et elle a aussi beaucoup hésité. Il y a eu beaucoup d'hésitation aussi en Belgique. Donc personne au fond ne fait autorité. Moi, je suis frappé par une note qui vient d'être éditée par un certain nombre de grands médecins américains qui en un court document, expose la contradiction suivante. Ils disent, voilà, nous, les États-Unis d'Amérique, nous sommes le pays en termes de recherche scientifique, de recherche médicale, de capacité médicale, le pays le plus avancé au monde. Et voilà que nous avons, face à cette épidémie, les plus mauvais résultats au monde. C'est une catastrophe absolue qui met en cause, évidemment, la gestion politique de la crise par le gouvernement fédéral. Donc voilà, mais on note que c'est une confusion un peu partout, sauf dans la dictature qu'est la Chine, où là, le virus a été, j'allais dire, éliminé ou repoussé manu militari. On va parler du séparatisme, autre sujet donc, mais une des actualités fortes de ces derniers jours. Le séparatisme, donc le discours du président vendredi a été plutôt bien perçu, y compris par la droite et l'extrême droite, malgré quand même quelques critiques. Et puis, bon, l'extrême gauche, toujours dans l'anathème, mais c'est pas une nouveauté. Ce qui est rare pour être souligné en ce qui concerne l'opposition de droite. Donc les contours de la future loi dessinée par le président ne sont pas gravés encore dans le marbre, mais cette loi va changer de nom. Alors je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Le président de la République a évoqué dans son discours quelque chose qui ressemblerait à un projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. Mais l'idée est bien de lutter contre le séparatisme principal, qui est l'islam radical. Alors laïcité maintenant est principe républicain, alors que le terme séparatisme avait été un peu contesté au début parce que c'était un terme politique qui évoquait plutôt le séparatisme entre une région et un État. Ce mot a fini par s'installer. Les Français ont compris de quoi il s'agissait. Pourquoi le gouvernement est-il si sourcilleux sur la sémantique ? Certains y voient un recul, mais l'habit ne fait pas le moine. Peut-être un désir de ne pas trop stigmatiser. Il y a eu des réactions assez vives du côté du monde musulman à la suite de l'intervention d'Emmanuel Macron, qui avait le mérite de sortir de l'ambiguïté après presque 3 ans de quasi-silence sur le sujet. Il était intervenu comme ça au fil de l'actualité sur le terrorisme et de façon assez générale. Là, il est vraiment rentré, j'allais dire, dans le cœur même du sujet. Il a utilisé des mots très précis pour la première fois, peut-être trop précis, et peut-être que le projet de loi se veut plus rassembleur, et plutôt que de parler du séparatisme et notamment du séparatisme islamique, il va parler de tous les séparatismes et de tout ce qui peut nuire à l'établissement de la laïcité dans notre pays. Est-ce que le projet de loi risque, une fois Alors, j'ai oublié de dire que ce projet de loi va être présenté devant le Conseil des ministres le 9 décembre. Oui, et après amené à être discuté au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. Est-ce qu'on peut imaginer que les contours qu'on a dessiné Emmanuel Macron ressemblera à cela ? Parce que il y aura des aménagements, des amendements, des améliorations, des reculs. C'est le travail parlementaire normal, c'est pas surprenant. Alors après, vous dire, est-ce que la copie sera
éloigné dans son ensemble ou très fortement modifié. Aujourd'hui, j'en suis incapable. Je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce sujet, c'est que en fait, on a parlé de séparatisme pour pas parler de communautarisme, pour pas stigmatiser, comme vous l'avez très justement dit. Maintenant, on est en train de dire qu'il faut plus parler de séparatisme parce que les gens comprennent pas bien, et puis donc on parle de renforcement de la laïcité. Mais Gérald Darmanin lui-même l'a dit que finalement ce projet de loi il vise l'islamisme radical, mais on a du mal à le dire et à l'endosser. C'est ce qui en ressort. C'est ce jeu de mots comme ça où on change d'appellation. Derrière, moi, juste une observation, quand vous regardez l'ensemble du projet, le fait de renommer à nouveau la loi en disant on va renforcer la laïcité, on donne l'impression qu'on va toucher à la loi de 1905 sur la laïcité. Alors qu'elle va être renforcée. Mais en réalité, la loi de 1905 sur la laïcité, elle est parfaite, il ne faut pas y toucher. Ce qui pose problème, c'est la loi de 1901 sur les associations. La liberté d'association. Parce que cette loi, c'est une grande loi de liberté qui est formidable, qui dit presque rien, si ce n'est que 2 personnes peuvent librement s'associer pour avoir un projet. Et en fait, comme elle a très peu de restrictions, vous avez des gens mal intentionnés qui effectivement utilisent ce dispositif pour se mettre, développer des écoles coraniques ou d'autres choses, se mettre hors la loi en utilisant un dispositif qui est tellement large et tellement libre que finalement ils échappent à un certain nombre de contraintes. Et ce que moi je lis dans ce projet de loi, c'est de réintroduire des contraintes et des nouvelles contraintes pour les associations, justement pour rattraper les gens qui contournent la loi en utilisant la liberté d'association. Véronique Reissout, les Français sont-ils convaincus par que le gouvernement veut agir sur le sujet? Je crois que vous avez un sondage dont vous nous faites la primeur. La primeur. Merci. Voilà. Quelle chance, Alors, incroyable. Écoutez, c'est un sondage on avait fait le même il y a un mois, et c'est intéressant de voir l'évolution. Et la réalité, c'est que 8 Français sur 10 aujourd'hui considèrent que globalement, le projet de loi pour éviter que certains groupes ne se reforment autour d'appartenances ethniques ou religieuses est une bonne chose. Ce chiffre est en progression depuis un mois, il s'est renforcé et globalement, les Français sont plutôt d'accord pour cette loi. Le sujet de cette appellation, il n'y a que 34% des Français qui préfèrent le terme séparatiste et globalement, on va dire que pour 62%, le projet de loi appelé avec la dénomination le renforcement de la laïcité et des principes républicains leur convient, mais pas parce qu'ils ne comprennent pas le terme séparatiste, mais parce que pour eux, le séparatisme doit être associé à islamiste si ça doit prendre du sens, et ils ont surtout très peur que ce soit clivant. Vous avez 46% des Français qui ont peur de déclencher une forme de stigmatisation, de combat, de stigmatisation et surtout de créer des clivages dans la population. Donc c'est pas tant que l'appellation n'est pas claire, mais ils se disent finalement c'est les plus rondes, ça sera mieux. Ils l'ont bien compris, ils apprécient. Et l'autre point qui est intéressant dans ce sondage, c'est qu'on voit que globalement on a testé toutes les mesures que l'on peut imaginer, en tout cas qui ont été annoncées aujourd'hui, et les Français pensent que ces mesures peuvent faire évoluer les choses. Peut-être la seule qui leur semble plus compliquée, c'est l'histoire des enfants à l'école, mais à la maison plutôt qu'à l'école. Mais c'est le seul point. Sur tous les autres, ils considèrent que les mesures sont intelligentes, intéressantes, feront avancer les choses et qu'en tout cas, c'est un sujet sur lequel ils attendaient le gouvernement, et même si ce n'est pas une priorité aujourd'hui par rapport au sujet sanitaire, mais ils l'attendaient et ils trouvent qu'il a été au rendez-vous. Et ils ont effectivement, comme vous l'avez dit, plutôt salué son discours d'ailleurs. Jean-Marie Colombani a un commentaire sur ce que vient de dire Véronique. Et quand même, 46% des Français qui ont peur de déclencher une stigmatisation, c'est dans le fond ce que plusieurs gouvernements et en l'occurrence beaucoup la gauche qui a été critiquée pour cela, c'est au nom de la stigmatisation, on n'a parfois pas agi. C'est un sondage qui est en effet très intéressant et encourageant d'après ce que l'on vient d'entendre. D'ailleurs, Véronique nous avait déjà alerté il y a quelque temps sur le fait que les Français lisaient parfaitement au fond la notion de séparatisme et la collaient très bien à islamisme radical, alors qu'on pensait que le mot était peut-être au départ mal choisi. Moi, ce que je retiens, c'est que le président de la République, pour cette fois-ci, a été très clair dans l'énoncé de ce qui était la cible, au fond, de cette loi, ou de cette future loi, l'islamisme radical. Et surtout, ce qui est nouveau, il a été très concret,
dans les mesures annoncées. Il est allé vraiment dans le détail. On a parlé tout à l'heure des associations, mais il y a aussi tout un volet qui concerne les relations avec l'Arabie Saoudite autour du pèlerinage de la Mecque, par exemple. Il y a aussi des tas de dispositions qui concernent les relations avec l'Algérie, le Maroc et la Turquie pour ce qui est des imams et de la formation des imams et de l'arrivée d'un certain nombre d'imams en France. Et il descend vraiment dans des détails concrets qui montrent qu'il a pris tout à fait la conscience ou la mesure de la nature du problème qui se déroule, en fait, qui surgit de façon très concrète dans la vie quotidienne d'un certain nombre de nos compatriotes. Et dernier point, je trouve qu'il a réussi un relatif équilibre entre justement prendre des mesures, annoncer ce qu'il faut faire face à l'islamisme radical d'une part et ne pas stigmatiser d'autre part. Et je pense qu'il a réussi à tenir cet équilibre-là. Et on le voit très bien à la gêne qui a surgi notamment à droite, mais presque aussi à l'extrême droite, qui n'ont pas trouvé d'angle d'attaque face à ce problème, pas plus que la gauche, hormis la réaction, j'allais dire, c'est vraiment le degré zéro de la pensée de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon qui dit le séparatisme c'est celui des riches. Bon, d'accord, mais cela dit, ce n'était pas le sujet et on attendrait de la part de la France insoumise une réflexion un peu plus élaborée. Mais cette réaction et cette attitude des oppositions montrent bien au fond que pour le moment, le président de la République sur ce sujet paraît sur la bonne voie et donc en accord, comme nous l'a montré Véronique tout à l'heure, avec une majorité de nos compatriotes. Et vous disiez que le président était allé dans les détails, mais il y a eu quelques jours après, on a entendu Gérald Darmanin et le service après-vente en quelque sorte de ce discours. Et je vous propose d'écouter Marlène Schiappa qui, elle, a carrément expliquer que la polygamie ne serait absolument plus tolérée et que les hommes polygames seraient renvoyés du territoire. On l'écoute. Gérald Darmanin et moi, nous inscrirons dans la loi cette mesure qui veut que désormais, d'abord, nous ne donnerons plus de titre de séjour à une personne qui arrive d'un pays étranger et qui est en situation de polygamie. Nous considérons que la polygamie est contraire aux valeurs de la République. La polygamie est interdite par la loi en France. Et donc, nous considérons que nous devons mettre fin à la polygamie de fait qui existe et qui est parfois révélée par des contrôles, notamment de la CAF, etc. Donc, d'une part, toute personne étrangère qui est en situation de polygamie ne sera pas acceptée sur le territoire français, n'aura pas de titre de séjour. Et d'autre part, quand une situation de polygamie sera révélée, nous proposerons de retirer le titre de séjour de la personne qui vit en situation de polygamie. Expulsion. Oui, jusqu'à ce que la personne se mette en conformité. Donc là, Virginie Leguet, on entre vraiment dans le dur, si je puis dire. Est-ce que ce sont des décisions, c'est des annonces comme ça, destinées, on va dire, à l'électorat de droite, pour faire simple, ou vraiment on sent que le gouvernement veut s'attaquer à la racine des choses ? C'était un angle mort du discours d'Emmanuel Macron depuis le début du quinquennat. Il était impensable qu'un président de la République ne s'exprime pas sur des sujets aussi fondamentaux. Donc non, ce n'est pas qu'à visée électorale. Là, mais ce qui est assez à noter, c'est que là, il s'exprime malgré tout sous la pression. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir fait un discours d'emblée pour à peu près cadrer les choses et donner des perspectives aux électeurs, là, il agit parce qu'on a attendu, parce qu'il y a eu des événements, parce qu'il y a eu un attentat rue Nicolas Appert, parce que les sondages ont montré que les Français se préoccupaient de cette question. Donc, il a été obligé, j'allais dire, de sortir du bois. Il en est sorti très clairement et il a cité un certain nombre de points qui vont faire l'objet de réflexion. Il y a eu bien sûr l'enseignement obligatoire pour tous les enfants à 3 ans et de façon physique à l'école. Les enseignements à distance vont être rendus très difficiles, sauf pour raison médicale. Il y a la neutralité dans les services publics, délégataires, concessionnaires. Enfin, il y a un certain nombre de choses, effectivement, vous avez raison, dans lesquelles il a été assez précis. Reste l'inconnu qui est, voilà le projet. Et puis après, ce projet va arriver devant l'Assemblée nationale, puis devant le Sénat, et puis va faire la navette. Et là, dans quel état va-t-il arriver au bout de la course ? Et là, ça va être très intéressant de voir les différentes modifications qui vont y être apportées. On entendait déjà des députés En Marche dire chez nous, ça va tirer beaucoup. Et ça va tirer à l'intérieur quasiment de toutes les familles politiques. Ça ne se fait pas forcément entre la gauche et la droite, ça se fait à l'intérieur de chaque famille politique. Il y a des tensions fortes sur ce sujet-là. Stéphane, vous voulez rajouter quelque chose ou non ? Non, mais on voit. On n'est pas obligé, hein. Simplement, on voit qu'il y a le paradoxe, c'est qu'on vit dans un pays où il y a des lois, il y a des lois de la République, et on sait depuis qu'il y a quand même une dérive qui est réelle, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui vivent en France et qui ne respectent pas
ou qui détournent les lois de la République. Ça me paraît pas scandaleux à un moment de dire non, il y a des lois et on les respecte. Et sauf que c'est un débat. On a l'impression. On découvre la Lune aujourd'hui. Non, mais il y a quand même eu beaucoup de déni de pudeur, de tabou. C'est ça, ou de peur de se voir taxer tout de suite de racisme, d'islamophobie, que sais-je. Mais du coup, oui, ça a paralysé tout le monde en fait. C'est-à-dire que face à ce problème, on se comporte collectivement. On est franc comme un âne qui recule dans cette histoire. Et il était peut-être temps de mettre un peu les pieds dans le plat, et je pense que en tout cas c'est la volonté du gouvernement. Alors après, que ce soit retricoté, retravaillé, très certainement, il y a plein de choses qui vont peut-être poser problème, mais en tout cas là, on est probablement en train de franchir un cap. Le débat, il est là. Oui. Jean-Marie, un dernier mot. Vous disiez en quelque sorte, sans le dire comme ça, c'est moi qui le dis comme ça, mais c'était un sujet un peu casse-gueule, on va dire, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Et il était un peu sur la corde raide, le président. Et là où il a été plutôt fin, on va dire, c'est qu'il a d'emblée dit que les islamistes étaient les premiers ennemis des musulmans. À vrai dire, il l'avait déjà dit. Il y avait une conférence de presse. Oui, mais c'était bien de le redire, Jean-Marie. Je ne sais plus quand, mais personne n'y avait vraiment prêté attention parce que c'était une conférence de presse comme cela au détour de... Et là, en effet, comme le disait Virginie tout à l'heure, il y avait une pression réelle, la pression à la fois des événements et de l'opinion, et donc une solennisation de sa prise de parole qui fait que tout d'un coup, cette parole est entendue. C'est un phénomène assez classique en politique. Il y a des situations où vous pouvez parler, dire ce que vous voulez, vous n'êtes pas entendu, et d'autres où les choses se cristallisent un peu mieux, et là vous prenez la parole, vous êtes mieux. Moi, encore une fois, ce que je retiens, et ce qu'il faudrait ne pas affecter au travers du processus parlementaire qui sera certainement utile et intéressant, et qui va accompagner l'élaboration de ce texte, c'est encore une fois ce très fragile équilibre entre désigner l'islamisme radical, se doter des moyens en effet de combattre cet islamisme radical d'une part, et d'autre part ne pas stigmatiser et faire attention à l'immense majorité de nos compatriotes de confession musulmane qui sont voilà, des Français comme les autres, et qui aspirent en tout cas à être des Français comme les autres. Alors, bien sûr, ce discours, il devait s'y atteler depuis au moins 2 ans et demi. On l'attendait. Et puis, peut-être au fil du temps, Emmanuel Macron a bougé, il a changé. Les événements, effectivement, ont pesé dans la balance. Et puis, surtout, il aura besoin d'un bilan. Comme l'indique le sondage du Journal du Dimanche ce week-end, on s'apprêtait à revivre un match au second tour, Marine Le Pen, Macron, Marine Le Pen. On va voir le sondage qui est paru dans le JDD ce week-end. Mes petites lunettes, pardon. Donc, Emmanuel Macron est à 25%, donc au premier tour, 24%. L'enseignement de ce sondage, c'est l'arrivée du troisième homme, Xavier Bertrand, des Républicains. Donc, pas la surprise, puisque c'était un peu le nom, dans le fond, qui depuis quelque temps était Xavier Bertrand, c'était la personnalité avec François Baroin qui affleurait, on va dire. 16%, c'est quoi? Oui, c'est la position du troisième homme. Il faut peut-être juste préciser que dans ce sondage, il y a 19 noms qui ont été testés pour 5 scénarios différents. Oui, et alors, ce qui ressort de l'ensemble, le premier fait, c'est que quels que soient les noms testés, les scénarios... Il y a 11 scénarios. Il y a oui, j'ai pas dit tous ces scénarios, parce non, mais en fait, quels que soient les scénarios, les 11 scénarios. C'est qu'à l'arrivée, quel que soit le scénario, c'est Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui gagnent, qui sont au deuxième tour de la présidentielle en 2022. L'autre grand enseignement, c'est qu'effectivement... Celui qui semble le mieux placé pour perturber ce duel annoncé, c'est Xavier Bertrand, parce que la gauche est dans les choux, quelles que soient les unions, pas unions, entre les écolos, les socialistes, avec la France insoumise, enfin bon, voilà, ils sont distancés. Et le seul qui apparaît comme celui qui pourrait perturber ce fameux duel Macron-Le Pen en 2022 comme en 2017, un duel dont ne veulent pas les Français, parce qu'il y a eu
toutes sortes d'études et de sondages précédents qui montrent qu'une majorité de Français sondés ne voudraient pas revoir un duel de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen en 2022. Pourtant, quand on regarde, quand ils répondent aujourd'hui à la question, on voit bien que c'est ce qui se dégage. Le seul qui pourrait perturber ça, on dirait que c'est Xavier Bertrand, sauf que, je vais juste introduire un bémol qui me paraît intéressant. Je trouve que ces sondages sont passionnants, mais demander aux gens ce qu'ils vont voter dans 18 mois, ça n'a pas de sens. En réalité, chaque fois qu'on fait des sondages comme ça, aussi loin de l'échéance, le scénario qui paraît évident n'est pas celui qui se produit jamais, jamais, jamais. Je vais juste vous donner un exemple. Pour l'élection présidentielle de 2017, si vous reprenez les sondages qui étaient faits en 2015, il y avait 4 candidats qui étaient dans toutes les têtes et qui étaient testés et sondés partout. À droite, c'était Nicolas Sarkozy contre Alain Juppé, et à gauche, c'était François Hollande ou Manuel Valls. Aucun des 4 n'est allé jusqu'à l'élection présidentielle. Non, vous avez raison. Donc, alors, par contre, ça a un avantage, si vous voulez, c'est que ces résultats-là, ils mettent aussi la pression tout de suite sur les gens qui sont candidats à la candidature. Et des bons ou des mauvais résultats peuvent pousser certains à dire bon, moi j'y vais, ou d'autres qui voudraient y aller se dire finalement j'irai pas. Et notamment il faut regarder Mélenchon, c'est intéressant parce que Mélenchon doit se prononcer au mois d'octobre sur est-ce qu'il sera candidat ou pas. Et aujourd'hui, quel suspense. Mais la seule chose qui pourrait faire renoncer Jean-Luc Mélenchon, c'est des sondages très mauvais qui montreraient que s'il y va, non seulement il serait humilié en 2017 et qu'en plus il pourrait faire perdre la gauche. On n'en est pas là avec ce sondage-là, mais ça peut avoir une influence intéressante. Je me tourne vers Véronique Reissoul, puisque vous êtes une experte de l'opinion. Est-ce que Stéphane a raison lorsqu'il dit, et c'est vrai, c'est frappé au coin du bon sens, que faire un sondage 2 ans avant, est-ce que cela a un sens ? Et lequel ? Effectivement, ça n'a pas vraiment de sens, si ce n'est sans doute pour des appareils et les uns et les autres pour se situer et se mesurer. C'est plus intéressant de regarder finalement la visibilité, parce que en fait, on est dans une phase où il faut faire parler de soi. On est dans une phase où chaque politique a besoin de raconter une histoire et de se poser. Et donc, au-delà des intentions de vote, qui sont des questions où on pose des choix et on oppose des choix, moi j'ai voulu aller regarder en sortant Marine Le Pen et Emmanuel Macron finalement, parce que d'abord Emmanuel Macron c'est le président de la République, donc pour vous donner une idée, sur la même période il y a 3,3 millions de messages, donc ça ne veut rien dire en soi. On parle de lui tout simplement parce que c'est le président de la République, et Marine Le Pen est à 400 000 messages, donc elle est devant, et on va dire que dans le sondage du JDD ils étaient tous les deux devant. Mais derrière j'étais regardée en me disant mais dans le fond de qui parle-t-on ? Et c'est très intéressant de voir que Jean-Luc Mélenchon, on parle de lui beaucoup plus que de tous les autres. On en parle beaucoup, alors pour des tas de sujets, pas toujours très positifs d'ailleurs, mais il occupe l'espace. Et on sait que plus qu'encore une intention de vote, ce qui compte, c'est d'émerger, de faire l'actualité, de faire parler de soi. Et même si dans le fond, c'est pas toujours de façon positive, 18 mois avant, c'est un sujet. Donc en tout cas, Jean-Luc Mélenchon, dans les conversations, n'est pas sorti. Ça ne veut pas dire qu'il va se présenter, ça ne veut pas dire qu'il va gagner, ça veut dire qu'il est un sujet d'intérêt et d'attention des internautes et donc d'une partie de la population française. Virginie, ce sondage, même s'il n'est pas, il est sérieux, mais c'est le principe qui est peut-être, qui peut être contestable, c'est-à-dire 2 ans avant, mais tout de même, ça dirait quoi de l'échiquier, on va dire, et des rapports de force politiques aujourd'hui ? Ça dit que le score d'Emmanuel Macron est quasiment identique entre 2017 et aujourd'hui. Il était à 24% au premier tour de 2017 et là, je crois qu'il est projeté également à 25% ou une fourchette qui se situe selon les scénarios entre 23 et 26. Donc, il n'a pas bougé d'un pouce. Il a pas reculé, mais il n'a pas avancé. Ça dit quelque chose, oui. Ça dit aussi que Jean-Luc Mélenchon, qui était à 20%, me semble-t-il, en 2017, est aujourd'hui à 12%. C'est pas très encourageant pour lui. Et ça dit aussi en creux que Yannick Jadot, dont tout le monde fait des gorges chaudes depuis l'élection européenne, est très loin du compte. Il est à 7,5, je crois, dans les cas de figure. 7,5, franchement, il n'y a pas de quoi être extrêmement encourageant. Il est loin du compte. C'est-à-dire que la crédibilité de sa campagne présidentielle ou de sa candidature présidentielle n'est pas encore acquise.
et puis, ça dit que Xavier Bertrand, franchement, à droite, oui, comme le dit Stéphane, c'est le troisième homme, mais il est loin derrière les deux autres, parce qu'il est à 16, et les deux autres sont à 25 ou 24. 16, 24, c'est énorme, le gap. Ça veut dire qu'il est troisième, mais bon troisième. Jean-Marie Colombani, donc, ce que disait Virginie, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron ne bouge pas sur son socle. Ça veut dire qu'il a pas de réserve, il n'a pas vraiment pêché à droite, malgré tous les efforts, tous les messages en direction de la droite et de son panel de ministres venus, et de Premier ministre venus de la droite. Il a perdu à gauche. Oui, il a perdu à gauche. Non, mais à l'intérieur de ce socle, il y a des mouvements. Oui. Et en effet, il a perdu l'essentiel de son électorat venu de la gauche, et pour le remplacer par un électorat plutôt de centre-droit. Mais je voudrais revenir d'un mot sur toutes les excellentes remarques qui ont été faites jusqu'à présent. C'est vrai qu'on peut se dire, oui, c'est un peu aberrant ces sondages. En fait, ayons dans l'idée que ces sondages sont des acteurs de la vie publique. Un tel sondage, c'est un acteur de la vie publique qui va influencer l'opinion et qui va influencer les acteurs de la vie publique. Donc, c'est à prendre comme tel. Par ailleurs, Stéphane y a fait allusion tout à l'heure, mais il faut se souvenir aussi que les Français, avant 2017, ne voulaient absolument pas d'un remake Sarkozy-Hollande. Ils n'ont pas eu un remake Sarkozy-Hollande. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas d'un remake Macron-Marine Le Pen. Donc je ne sais pas comment cela se terminera, mais il faut intégrer cette donnée parce qu'elle est de nature à changer probablement un certain nombre de choses. Après, les enseignements, on les a passés en revue. Je pense que ça qualifie Xavier Bertrand, ça le qualifie dans sa démarche. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de leader naturel à droite, parce qu'il se positionne comme le prochain leader de la droite, et parce que le renoncement de François Baroin lui laisse le champ libre. Et donc ce sondage est de nature à l'encourager à continuer sa quête et à son rapprochement d'ailleurs avec les Républicains. L'autre enseignement, c'est que si vous regardez les innombrables scénarios qui ont été faits, jamais la gauche ne dépasse l'ensemble de la gauche, c'est-à-dire socialiste, écolo et extrême gauche ne dépasse les 30%. C'est une situation absolument cataclysmique que la gauche n'a pratiquement jamais connue, sur la durée en tout cas. Elle l'a connue à plusieurs reprises, ponctuellement, mais jamais sur la durée de cette façon. Ça laisse un petit peu sa chance, malgré tout, et malgré son fort recul, à Jean-Luc Mélenchon, à charge pour lui de savoir ce qu'il voudra en faire. Est-ce qu'il voudra rester sur des positions radicales d'extrême gauche, ou est-ce qu'il voudra se donner la peine d'essayer de rassembler un peu plus autour de lui? Et puis par ailleurs, petite parenthèse, c'est de nature à décourager Anne Hidalgo aussi au travers de tous ces sondages. Donc la gauche et les écolos sont en particulier mauvais état à ce stade. Alors il leur reste du temps pour corriger tout cela, mais ce sont ces enseignements-là qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, me semble-t-il. Jean-Marie, je vais vous garder parce que je voulais vous poser cette question avant de nous quitter. Un mot sur la Française honorée par le prix Nobel de chimie Emmanuel Charpentier, qui est couronnée pour ses travaux sur les ciseaux moléculaires. Bon, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, je n'ai pas encore tout compris, mais à bien y regarder, la lauréate ne serait pas sans doute... non, je reprends j'ai très mal formulé ce que je dis. Je reprends. Elle est française, certes, mais est-ce qu'elle aurait été honorée par ce prix Nobel si elle avait travaillé en France, parce qu'elle est partie très jeune, elle a terminé ses études à l'étranger, et en France, on sait bien qu'on est un peu verrouillé par le principe de précaution, et d'ailleurs, on ne donne pas toujours les moyens aux chercheurs de trouver. Enfin, certains, oui, c'est une nouvelle formidable. C'est une nouvelle formidablement positive. On devrait tous évidemment s'en réjouir. C'est une Française, un prix Nobel de chimie. Elle vient après Marie Curie, etc. Mais en revanche, on doit se poser deux questions. La première, c'est que c'est une jeune femme qui a poursuivi ses recherches hors de France. C'est donc qu'elle n'a pas pu les poursuivre en France. Un certain nombre d'instituts, elle était passée par l'Institut Pasteur notamment, ont cherché à la récupérer. Ils n'y ont pas réussi parce que l'univers en France n'est pas si propice que cela à encourager les chercheurs, à leur permettre d'avoir les moyens dont ils doivent disposer et dont ils disposent ailleurs. Ils vont les chercher ailleurs. Cette femme les a trouvés en Allemagne, en Suède, en Autriche et aux États-Unis, mais pas en France. Donc ça, c'est vraiment un sujet
parce qu'on se gargarise toujours dans tous nos discours officiels sur l'innovation, la recherche, etc. Concrètement, quand vous avez, des chercheurs de cette nature, ils ne peuvent pas. Et par ailleurs, la nature de ces recherches en France aurait été assimilée à la recherche sur les OGM, et donc n'aurait pas été possible. Et donc ça, on voit les excès en France du principe de précaution. Jean-Marie, désolé de vous presser, mais c'est la fin de cette émission. Merci à tous, merci à Charlotte Urien-Thomaca et à toute l'équipe technique. Et on se retrouve très vite sur France 24. C'est la fuite.